Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Samuel. Samuel, je l'ai découvert en écoutant des podcasts, justement. C'est assez rigolo, la sérendipité. Et Samuel, il a un parcours que je trouve extrêmement intéressant et qui, j'espère, va vous permettre de vous nourrir et de réfléchir à demain. Et donc, vraiment, un grand merci, Samuel, de prendre un peu de temps avec moi. Merci à toi, Alexia, pour l'invitation. C'est un plaisir. Tant mieux. Allez, c'est parti. On va mettre les pieds dans demain. Alors, pour commencer, Samuel, ma première question serait la suivante. C'est quoi ton sujet du moment ? En ce moment, très précisément, je travaille sur un documentaire qui s'appelle Work in Progress, qui verra le jour en 2021. Et on arrive à la fin des tournages. Donc, déjà, j'ai découvert dernièrement la production. Je ne suis pas du tout issu de l'audiovisuel au départ. Et donc, on arrive à la fin des tournages. Et là, on commence à préparer la post-production. Donc, c'est le moment où on se réunit, on s'enferme et on décide qu'est-ce qu'on va garder de toutes ces belles interviews. On a des heures d'interviews avec des personnes qui sont formidables, qui disent des choses géniales pendant des heures. Et il faut couper. Donc, c'est frustrant. Et on va, en fait, c'est là où toute la valeur ajoutée se crée aussi. C'est le moment où on transforme 9 interviews en quelque chose qui a un fil rouge, un fil conducteur et qui a du sens pour tout le monde. Donc là, on est sur la post-production et en même temps, je prépare sa sortie, la promotion, l'organisation d'événements. Et j'ai l'impression que comme un peu chaque projet en ce moment, c'est plutôt de la gestion de crise, plus que gérer un documentaire, que faire la production. C'est de la gestion de crise dans le sens où du jour au lendemain, il y a quelque chose qui s'effondre. Et on s'est habitué, et c'est pas très grave, parce qu'on reconstruit autre chose directement. Et donc, on est surpris un peu tous les jours, il y a toujours une nouvelle chose, quelque chose qui s'annule, quelque chose qui n'aura pas lieu, et tu t'imaginais que ça aurait lieu comme ça. Et en fait, on reprépare autre chose. Donc, c'est de la gestion de projet au quotidien, mon sujet du moment. Beau projet, mais vaste projet quand même. Oui, tout à fait. Alors, une fois que ce documentaire sera sorti, justement, quels sont les sujets auxquels tu aimerais t'intéresser encore plus demain ? J'aimerais continuer dans cette idée de travail et de notion de liberté dans le travail. Le but du documentaire, c'est de montrer les différentes façons de s'épanouir au sein du travail, de montrer qu'il y a plein de façons différentes, il y a plein de personnes. En fait, ce qu'on appelle le future of work pour certaines personnes aujourd'hui, c'est déjà le présent du travail, le present of work pour certaines personnes. Donc ma définition du future of work, c'est de dire demain, il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui adoptent ces codes qui sont pour l'instant minoritaires. Et donc demain, j'ai envie de continuer, moi, d'explorer, parce que non seulement ça va continuer, parce que ce que je vais dire dans un documentaire là, aujourd'hui en 2021, ne sera pas forcément vrai encore en 2025, ça paraîtra comme évident. L'exemple tout bête, c'est le télétravail, qui aujourd'hui paraît une évidence pour un tas de personnes qui l'ont découvert récemment, mais qui était extrêmement minoritaire, et notamment en France, où on est très attaché au présentéisme, il y a encore 6 mois, 9 mois avant la pandémie. Et donc demain j'ai envie de continuer d'explorer ces sujets-là, de liberté au travail, de la façon dont on peut donner du sens dans son travail, et des différentes façons dont chacun peut créer un cadre qui lui permet de s'épanouir. Parce que ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Et d'ailleurs, quand tu demandes à un freelance pourquoi est-ce qu'il est devenu freelance, il te répond toujours quasiment la liberté. Sauf si c'est un mercenaire, il te dit pour l'argent, mais la plupart des gens te disent la liberté. Sauf que la notion de liberté, elle est extrêmement différente pour tout le monde. Pour certains, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir travailler les pieds dans le sable à Bali, ou de pouvoir voir une nouvelle ville toutes les 2 semaines, donc de voyager, de pouvoir travailler depuis n'importe où. Et puis pour d'autres, ça ne les dérange pas de faire le même trajet tous les jours. Ce qui est très important, par contre, c'est de pouvoir choisir les missions, de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles ils travaillent. Donc on s'approprie tous la liberté d'une façon différente. Et j'ai envie de continuer à explorer ça, et sous d'autres formats. Là, c'était un documentaire, ça pourrait être plein d'autres choses demain. Et surtout, ce qui me motive, c'est de continuer à rencontrer de nouvelles personnes. Ce qui est mon plaisir au quotidien, c'est les rencontres, et du coup l'apprentissage, et donc de découvrir de nouvelles pratiques que je ne connais pas encore, qui sont peut-être même pas encore inventées. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, et c'est pas terminé, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu as déjà commencé à faire évoluer pour un meilleur demain ? Alors, j'ai pas l'impression que j'ai adopté une nouvelle routine en particulier.
Je suis peut-être plus à la maison, donc je prends peut-être plus de temps de cuisiner. Mais sinon, au-delà de ça, il y a quelque chose moi, qui me frustrait beaucoup au début de cette pandémie, en tout cas au début du confinement particulièrement. Le premier qui était, j'avais prévu ça, j'avais envie que ça se passe comme ça, et ça se passait pas comme ça. Donc ça m'énervait et j'étais frustré. Et ça, c'est un temps qui a duré quelques jours quand même. Je me disais, mais c'est pas possible, j'avais prévu que ce soit comme ça devait se faire comme ça, à telle date on devait être là, on devait faire ça, et on pourra pas le faire. Et au début, j'avais l'espoir de me dire, non, mais c'est pas grave, dans 2 mois c'est bon, tout. Le positif. Et il y a notamment un moment, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un engouement général, avant l'été, de se dire, en septembre tout ira mieux, en septembre on pourra faire ça, on va pouvoir redémarrer tel projet, tout ça va aller. Mais pas du tout, en septembre on est reparti sur une nouvelle vague. Et donc j'ai appris, la chose je pense qui s'est transformée, c'est que j'ai appris à accepter cet état permanent d'incertitude, et l'incertitude où tu peux vraiment rien prévoir. Et par exemple, l'idée que je me faisais du documentaire au début n'est plus du tout ce qui va sortir prochainement. Et pour tout, en fait, dans la vie, j'ai l'impression que tous les jours, il y a quelque chose qui s'annule, qu'il faut repréparer, qu'il faut reprogrammer. Et là, pour le coup, maintenant, je me suis habitué à ça, et c'est pas grave, ça arrive. Et finalement, je trouve que c'est même plus sympa parce que la contrainte force la créativité. Donc tu es obligé de trouver de nouvelles idées, de rebondir. Et j'ai l'impression que je me suis plutôt habitué à cette état d'incertitude. C'est ça qui a changé au quotidien, c'est l'acceptation. C'est intéressant, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on avait coché toutes les cases, que tout était sur des rails, et tout d'un coup, tout est tombé par terre. On a tous voulu, je pense, être optimistes et dire c'est bon, c'est un mauvais rêve, ça va s'arrêter. Je pense qu'hélas, on va aller, si c'est pas la Covid, ce sera peut-être un autre virus ou un autre problème. Et je pense qu'en effet, j'aime bien cette idée avec la contrainte, on a plus de créativité. Je pense que des gens ne peuvent pas le faire. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ose espérer que la majorité, en tout cas la nouvelle génération, puisque tout le monde se cache derrière ça, y arrivera et sera plus adaptable et fera son chemin au milieu de tout ça. Ouais, alors j'espère que c'est pas que la nouvelle génération, mais que c'est plutôt un changement de paradigme, un changement d'époque, et qui concerne du coup toute la société, de tous les âges. Et que je pense que c'est surtout un changement d'état d'esprit, en fait. Et que face à cette même... Alors il y en a qui vont se dire, j'attends, je prends les mesures de l'État, et puis j'attends, et on verra quand qu'il sera fini, je recommencerai mon business, comme c'était le cas avant. Et puis il y a tous ceux qui vont créer autre chose, qui vont se dire, on adapte, on recommence à zéro, on abandonne ce projet, on en recrée un autre. Et c'est pas négatif en fait de se dire la Covid va durer X mois, X années encore, et puis quand ça va s'arrêter, ça sera très bien, peut-être 2-3 mois, puis on aura de nouveaux problèmes. On sait pas, évidemment qu'il y aura d'autres problèmes, on sait pas encore, on peut même pas les imaginer pour l'instant, c'est normal, mais il faut pas que ce soit quelque chose qui nous bloque, que ce soit négatif. Au contraire, je pense que il faut se dire, avant on était quelque chose qui était relativement stable, c'était chouette, maintenant c'est changeant, c'est juste que les règles du jeu ont changé, mais on joue toujours, et on a toujours une possibilité de gagner. Il faut pas en attendre trop, il faut simplement être content de chaque journée, et de se dire, je m'adapte, et tant qu'à la fin de la journée j'ai quand même pu atteindre mes objectifs, mes attentes, mais que je m'étais fixé par rapport à la situation nouvelle, et pas par rapport aux attentes que j'avais peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans, on est heureux, on est content. On va faire en sorte que... C'est intéressant ce que tu dis parce que je m'étais intéressée à une époque à l'étymologie du mot crise et j'étais arrivée avec ces recherches au fait que en chinois, je vais très très mal le prononcer, désolé d'avance, crise se dit weiji. Et ce qui est intéressant, c'est que si on coupe le mot en deux, l'un veut dire danger, l'autre veut dire opportunité. Donc je trouve que c'est intéressant de voir d'un point de vue linguistique, en tout cas en Chine, eux ils l'ont bien compris qu'il y avait à la fois un danger et une opportunité. Et je trouve qu'en France, ça doit aussi nous faire changer justement ce paradigme. Ce que tu expliques, mais je trouve que les Chinois l'ont carrément mieux... c'est exactement ça, t'as tout résumé. C'est parfait, c'est pas moi, c'est les Chinois. Allez, on va faire le petit moment un peu Paris Match. C'est quoi ta mauvaise habitude aujourd'hui que tu auras envie de changer demain ? Ma mauvaise habitude, ça c'est un défaut que j'ai depuis toujours, je pense, c'est que je suis beaucoup trop rapide. Je vais trop vite, alors déjà je parle rapidement, en français et dans les autres langues aussi, ça me joue des tours. Mais c'est surtout que, au-delà de ça, je vais trop vite dans ce que je fais. Quand je réponds à un email, je me dis, il faut que je fasse ça, il faut que je dise ça à la fin du mail, puis je m'embarque dans mon truc, et puis à la fin j'envoie, j'ai oublié de parler de ce point-là. Et donc je vais trop vite pour vraiment beaucoup de choses, ça c'est une mauvaise habitude pour tout, qui me joue des tours, qui continue de le faire, je suis conscient de cette mauvaise habitude, j'aimerais la changer pour demain, et parce qu'on gagnerait à prendre beaucoup de temps, et je crois que la période incite à le faire d'ailleurs, parce que sur le télétravail, une des clés, c'est le fait de travailler en asynchrone, en fait, de se dire chacun prend son temps, et c'est pas dans l'immédiateté. Et il y a une personne que j'ai interviewée qui est à point de toutes les technologies, qui disait quel est l'outil que toi tu utilises pour le télétravail le plus. Est-ce que moi je dirais un Slack, un Zoom, quelque chose comme ça. Il me dit emails. Parce que les emails me laissent le temps, en fait je reçois mon email, et ça me laisse le temps à l'écrit, plutôt que quelque chose d'instantané, quelqu'un m'a appelé,
de me poser, de réfléchir, de l'ouvrir une première fois, d'y penser, et puis d'y répondre ensuite, peut-être quelques heures, quelques jours après. Et je trouve ça formidable, en fait. Donc, si je me mettais plus aux emails et à me poser, la mauvaise habitude dont je me débarrasserais, ça serait la rapidité d'exécution dans tout. Et est-ce que ça t'arrive de ne rien faire? Non, j'ai du mal, hein, j'ai du mal à ne rien faire. Ou alors c'est vraiment de façon très sporadique, c'est très particulier. Ça va être dans une période bien définie où j'ai prévu de ne rien faire là. Mais alors il y a des moments de flemme aussi, hein, et ça je l'ai vu avec les confinements. Il y a des moments où tu es un petit peu down, où tu n'as pas trop envie, où tu perds la motivation. Là pour le coup je ne fais rien. Et c'est l'avantage d'être en freelance, c'est la liberté aussi de pouvoir dire aujourd'hui j'ai pas l'humeur, je suis pas en forme, j'ai pas très envie, pas forcément parce que j'ai fait la fête la veille, mais juste parce qu'aujourd'hui je me suis réveillé et j'avais pas envie. Donc aujourd'hui je ne fais rien, par contre je ferai beaucoup plus demain, je rattraperai. Et voilà, à un moment donné il faut le faire le travail. Mais oui, ça m'arrive dans ces cas-là de rien faire. Mais j'ai tendance, de façon générale, à en faire beaucoup plus que rien. Qu'est-ce que tu as fait hier qui te rend fier aujourd'hui? Hier, ce qui m'a beaucoup plu dans ce que j'ai fait, c'était de quitter la voie royale, le sentier large, pour aller sur des sentiers battus, c'est au moment de la césure. C'est au moment de mon école de commerce où j'étais en césure, et plutôt que d'aller faire 2 stages de 6 mois, je suis parti plutôt faire mes propres projets. Alors, c'est-à-dire créer un projet de toute pièce, à ce moment-là. Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait personne, il n'y avait pas l'école qui nous disait vous pouvez aller lever des fonds auprès d'entreprises, aller interviewer une centaine de personnes, revenir, vous faire publier un peu par la presse, et puis ensuite ça va vous faire un tremplin pour aller faire d'autres choses. J'avais pas du tout cette vision-là au tout départ, mais je me disais ça doit être possible en tout cas de faire autre chose que juste ces stages, c'est pas possible. En tout cas je ne me vois pas dans ces stages-là, donc il faut que je trouve autre chose, il n'y a pas le choix. Et il y a eu des moments de doute, parce que comme il y avait peu de référentiels sur ce sujet-là, je ne pouvais pas me dire j'ai telle personne qui est un an au-dessus de moi, me donne des conseils, qui a fait ça, et dont je peux m'inspirer. Il y avait quelques projets qui sont similaires qui avaient été menés, mais rien de vraiment concret, exactement comme ce que j'avais voulu faire. Et donc, il y avait un moment donné où j'avais pas levé tous mes fonds pour faire ce projet-là, je m'étais fixé une date à laquelle je devais partir, et puis à ce moment-là, tous mes camarades étaient en stage, et donc je me posais la question, est-ce que je suis pas en train de faire une boulette là, en train de me dire, je perds du temps à lever des fonds pour un projet qui verra peut-être pas le jour si je lève pas tous les fonds, et en même temps j'ai pas de stage, donc en fait au bout d'un an je vais me retrouver, j'aurai aucune expérience professionnelle, alors tous mes camarades eux s'en font une. Donc je suis fier d'avoir persévéré à ce moment-là, d'avoir cru jusqu'au bout à ce projet, en voyant la lumière au bout du tunnel, en me disant non mais on va y arriver, c'est sûr. Alors, à force de ruge, de subterfuge, de persévérance, on finit par y arriver évidemment. Et donc je suis très très content parce que encore aujourd'hui, on est à 3 ans ou 4 ans après, 3 ans maintenant après, c'était la meilleure décision parce que je m'épanouis au quotidien et j'ai la liberté de faire aujourd'hui un petit peu ce que j'ai envie grâce à ce premier projet qui m'a mis sur les rails. C'est top. Justement, par rapport au choix de cette carrière en tant que freelance, moi je vais te poser la question du sens, puisque c'est un terme qu'on cherche beaucoup. Alors moi je suis très sensible au terme bon sens, oui. Mais bon, avant il faut savoir pourquoi et pourquoi on veut faire les choses. Est-ce que toi, la question du sens, c'est quelque chose qui t'a sauté aux yeux au moment de faire du freelance, ou ça a commencé bien avant? Comment ça s'est passé? La question du sens, à mon avis, je ne peux pas y répondre aujourd'hui, et je ne pourrais pas y répondre même dans les prochaines années, parce qu'on peut on pourrait y répondre qu'avec beaucoup de recul, à mon avis. On arrive à donner du sens à son parcours qu'après des années, quand on l'a vu passer, et là on se dit, bah oui, en fait j'ai fait ça, mais c'est logique, parce que juste après j'ai fait ça. Mais là, personnellement, j'ai eu du mal à te dire ce que dans 6 mois je vais faire, et donc je sais pas trop, je ne peux pas te dire je vais aller là parce que j'ai fait ça avant. En revanche, la notion de sens est très 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 personnelle, et on a tous des moteurs qui sont différents les uns des autres. Moi, la question de pourquoi je fais ce projet là plutôt qu'un autre, elle est très liée en fait aux rencontres. Il y a 2 choses, il y a le fait au quotidien d'avoir de l'adrénaline, de se dire aujourd'hui j'ai tel projet qui me plaît énormément, donc je vais faire ça parce que j'ai tel appel avec telle personne, telle rencontre, il faut que j'écrive telle chose, il faut que je fasse telle conférence, il faut que je fasse telle chose. Donc il y a l'adrénaline au quotidien qui est vraiment le moteur viscéral. Et le plaisir, le sens pour moi, c'est apprendre et repartager ce que j'apprends. La notion de transmission, ça c'est quelque chose qui donne du sens à ce que je fais, et parce que si je cherche à la ligne, je ferais des sports extrêmes simplement, c'est tout. Mais là, j'apprendrai moins. Là, ce qui me plaît énormément, c'est le fait de rencontrer des personnes formidables, de m'imprégner de leur vision, en tout cas d'un bout de leur vision, et de pouvoir ensuite le transmettre d'une autre façon. Ça, c'est ce qui me motive. C'est ce qui, tous les matins, fait que je suis content d'aller travailler, et tous les soirs, fait que j'ai pas envie de me coucher, j'ai envie de continuer à travailler.
Et donc cette notion de sens, elle s'interprète différemment chacun. Et c'est au moment d'aller se coucher en fait qu'on peut se dire est-ce que ça a du sens? Est-ce qu'aujourd'hui je suis content avec ce que j'ai fait? Et si je suis pas content, qu'est-ce que j'aurais aimé changer? Et alors parfois c'est pas une question d'adrénaline, parfois ce qui donne du sens à ta journée, c'est juste le bon plat que tu as cuisiné le midi et que tu as mangé, c'est le coucher de soleil que tu as regardé par la fenêtre, par le balcon. C'est le vieil ami avec qui tu as parlé depuis des années, avec qui t'envoie un message, ou à qui toi t'envoie un message et tu prends des nouvelles. C'est parfois juste des petites actions qui donnent du sens à ta journée. Et tant que tu es cohérent dans ce que tu fais et que tu restes aligné avec ta propre vision de ce qui toi te motive, te donne du sens, je pense que c'est ça le bonheur. Et donc si tu as du bonheur au quotidien, à long terme en fait, tu as du sens dans ce que tu fais. Et c'est peut-être quelques années après que tu vas pouvoir regarder en arrière en te disant toutes ces petites actions, en fait, il y avait un vrai fil conducteur. Là, moi, j'ai l'impression, quand tu parles de sens, c'est intéressant. J'entendais plus des petits bonheurs, des petits plaisirs de la vie, plutôt que quelque chose qui donne du sens. Donc, qu'est-ce que tu entends, toi, par sens? Quand j'entends sens, moi, c'est exactement ça. C'est plutôt le bonheur et le plaisir de la vie au quotidien. C'est ce que tu ressens, mais de façon presque immédiate, instantanée, ou que tu peux mesurer de façon quotidienne le soir. J'ai pas l'impression que j'ai un grand moteur. Je me sens pas investi d'une mission. Je me sens pas... je pourrais pas te dire que j'ai tel moteur qui me drive et qui fait que toute ma vie je vais faire ça à long terme. Je m'engage pas pour une cause à long terme. Par exemple, la notion de travail sur laquelle je travaille en ce moment, ce sujet en tout cas du future of work, j'adore, je m'épanouis là-dedans, mais c'est pas une passion. Et toute ma vie, je suis pas certain que je parlerai de freelance, je parlerai de transformation du travail. Ça m'éclate en ce moment, je trouve ça formidable. Et je trouve du sens dans ce que je fais, dans la notion de transmission, d'apprentissage, de rencontre de personnes formidables. Mais ça, c'est des choses que je peux mesurer au quotidien. Je suis pas certain que ce soit une mission qui me tombe dessus et qui, pour moi, fasse sens plus que pour une autre personne. Ça en fait des sujets à aborder. Allez, on va prendre un tout petit peu de recul malgré tout. Si on réfléchit d'un point de vue plus global, quels vont être pour toi les grands sujets de notre société demain? D'un point de vue global, évidemment, là, en ce moment, il y a encore des guerres partout, il y a évidemment le sujet du climat, et puis là, très très présentement, il y a le sujet du populisme, et le sujet de complotisme, les théories du complot. Moi, je suis effaré quand je vois tout ça. Ça, c'est des sujets sur lesquels il va falloir travailler, parce qu'on a un problème de plusieurs niveaux d'information, on vit dans des réalités qui sont toutes différentes, et c'est ça qui fait que ça crée des soucis. Mais il y a trop de causes pour qu'on puisse s'engager. Moi, il y a plein de causes qui me touchent, mais dans lesquelles je ne vais pas m'engager. Typiquement, le climat, l'écologie, ça me touche. Mais je ne deviens pas un ayatollah de l'écologie du jour au lendemain, même si ça me touche. Et il y a plein de sujets comme ça. Tu vois, l'inégalité homme-femme, c'est la même chose. Les violences conjugales, les enfants, la malnutrition. Bref, tu pourrais t'engager tous les jours. Et bon, imaginons que tu t'engages dans un sujet... tu t'engages contre les violences faites aux femmes. Une fois que tu as réglé ce souci-là, et disons qu'il n'y a plus aucune violence faite aux femmes, tu auras toujours un autre sujet sur lequel tu pourras t'engager et tu n'auras jamais assez d'une vie pour le faire. Et alors moi, il y a une image qui me plaît bien, c'est celle du colibri. Tu connais peut-être l'histoire du colibri. En 2 secondes pour raconter, il y a un grand feu, c'est un mythe amérindien, il y a un grand feu, et c'est le colibri qui, avec son petit bec, va mettre de l'eau pour éteindre le feu, et puis un animal le tatoue, qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Tu te rends bien compte que ça sert à rien. Il dit « Mais si, moi je fais ma part. » Alors, je fais ma part dans un contexte où, en me disant, peut-être que si chacun fait sa part, en fait, on arrivera à éteindre le feu, et si on est des millions à le faire. Moi, j'ai plutôt une version égoïste de ça, du colibri, et je me dis, je fais pas ma part, moi, pour que, globalement, ça aille bien si on le fait tous, mais plutôt pour que moi, dans mon référentiel, je me sente à l'aise avec ma propre vision, ma propre morale. Plutôt... des grands sujets de demain, il y en a beaucoup trop pour qu'on puisse s'engager sur chacun, mais c'est que pour chaque grand sujet, on ait une idée, on ne soit pas forcément le premier à la crier sur tous les toits et à expliquer « je suis engagé dans telle cause, il faut que vous fassiez comme moi, c'est moi qui ai raison absolument », parce que genre des avis divergents, il y aura des débats sans fin. Et il en faut par contre des personnes qui se portent parole, parce qu'il faut alarmer évidemment, mais c'est en tout cas ma vision qui est du coup égoïste sur ce sujet-là, qui est de dire dans mon référentiel, en fait, je vais faire ça pour être en accord avec mes principes, mes propres morales. Et puis tant mieux si ça peut ensuite influencer d'autres personnes, mais c'est vraiment pas le but du tout. Et alors justement, si on revient à quelque chose que tu peux contrôler toi-même, comment tu te vois dans 10 ans ? Waouh, je sais pas. Alors, je sais pas du tout ce que je ferai. En revanche, je me vois libre. Et quand je dis libre, ça veut dire continuer à être soit freelance, soit au sein d'une structure, mais qui me laisse toute la liberté. Je suis pas fermé au fait d'être salarié un jour, mais en revanche, dans une structure
qui me laisse toute la liberté de créer mon propre cadre de travail qui me plaît. C'est-à-dire, globalement, choisir mes outils de travail, mon temps de travail, mes horaires de travail, les projets sur lesquels je travaille. Bon, t'as plutôt intérêt à être le boss, ou va bosser dans une boîte qui te laisse toute cette liberté. Et il y en a beaucoup maintenant des entreprises, de plus en plus, qui laissent cette liberté-là. Et j'en ai visité plusieurs à Learning Expedition, en tout cas. Et c'est ce que je compte continuer de faire ensuite, une fois que le documentaire sera sorti, d'aller voir d'autres entreprises qui, elles, innovent dans ce côté managérial. Donc, je me vois définitivement libre dans 10 ans. Et par contre, ce que je ferai, j'en ai pas la moindre idée. J'espère que le métier que je ferai dans 10 ans n'a pas encore été inventé, et qu'il le sera, ou peut-être que même que j'inventerai mon propre métier, je ne sais pas. Et surtout, je vois plutôt la vie plutôt comme une carrière avant, plutôt comme une succession de projets. Donc là, voilà, j'ai fait ce documentaire, je suis sur la thématique du futur of work. Peut-être dans 10 ans, il sera encore cette thématique, mais je ferai autre chose au sein de cette thématique. Peut-être que j'aurais changé complètement, que je serais revenu, j'aurais testé d'autres choses sur ma passion qui est le ski, ou peut-être que je me serais découvert une passion pour la finance, j'en doute quand même. Mais en tout cas, je suis très content en fait de ne pas pouvoir te dire ce que je ferai dans 10 ans. Et j'espère que dans 10 ans, je ne pourrai pas te dire ce que je fais 10 ans plus tard non plus. Sinon, si tu sais déjà tout, c'est pas très rigolo. Complètement. Je suis toujours intéressée d'entendre des gens qui me disent « Moi, dans 10 ans, je me vois comme ça », ou en tout cas, voilà l'orientation que je vais donner à ma vie, à ma carrière, tout ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est encore plus drôle si on se dit « Bah, voyons ce que l'avenir nous réserve, quoi. » Ouais, c'est ça. Tu sais que tu auras les mêmes valeurs, ou peut-être que tu auras des valeurs qui auront évolué, d'autres qui auront émergé, mais tu sais à peu près dans quel axe tu t'engages. En revanche, moi je trouve ça très fun de pas savoir de quoi sera fait demain. Et alors, je comprends parfaitement par contre qu'il y en a d'autres que ça stresse complètement et qui aient besoin d'avoir le plan de carrière déjà fait pour les 40 prochaines années, et qu'à tel moment ils seront là avec tant d'enfants, tant d'animaux, dans telle région à vivre absolument, et que ça doit tout être carré. Parce qu'on est tous fait différemment, il y en a pour qui c'est hyper rassurant. Moi, ça, au contraire, ça me rassure de pas trop savoir. Et ça m'inquiéterait si je savais déjà tout. Ok. Alors justement, tu as anticipé un peu une de mes questions concernant les entreprises, l'évolution des entreprises. Tu as vu déjà énormément d'entreprises qui ont commencé à penser le futur du travail. C'est quoi ton constat rapidement ? Tu as l'impression que ce sont des entreprises qui sont obligées, entre guillemets, de prendre ce sujet à bras-le-corps ? Tu as l'impression que c'est une évolution logique ? Est-ce que tu fais aussi une différence entre les nouvelles entreprises qui sont en train de se créer et les plus anciennes, on va dire, qui sont en train d'opérer un changement ou pas d'ailleurs ? Dans ce que tu as dit, il y a à mon avis les deux sujets qui sont juste tous les deux. Il y a le premier, les entreprises qui sont obligés, parce que dans un contexte de guerre des talents, de je veux attirer les meilleurs, alors même si le marché s'est un peu retourné dernièrement, il y a toujours cette notion de j'ai besoin d'attirer les meilleurs, donc je vais leur créer le meilleur cadre, parce qu'un salaire ne suffit pas en fait. Globalement, quand tu es dans la Silicon Valley et que toutes les entreprises te payent des très très bons salaires, il faut arriver à trouver d'autres avantages pour attirer les talents. Donc tu as la mission de l'entreprise, de montrer que c'est une entreprise qui est engagée, tu vas pouvoir proposer une mission qui va te plaire, qui va correspondre à tes attentes, et puis tout un tas d'avantages ensuite, le fait qu'on te fasse confiance, que tu puisses travailler en asynchrone quand tu es en vie, depuis chez toi, que tu puisses prendre autant de vacances illimitées, enfin il y a tout un tas d'innovations managériales qui sont faites pour attirer des talents, et ça je pense que c'est formidable, même si au départ en fait la vision n'est pas forcément très altruiste, en fait, en fin de compte, tu finis quand même par bénéficier d'avantages qui sont formidables. Donc c'est chouette comme marge de l'histoire. Et puis, il y a de l'autre côté aussi celles des entreprises qui le font simplement parce qu'elles se sentent investies d'une mission, et se dire, nous, on est un laboratoire d'idées, on est là pour essayer de nouvelles... Et elles sont très minoritaires, celles-ci, celles qui se disent vraiment par altruisme, nous, on va tester une semaine de 4 jours, payer par contre pendant 5 jours, tester des journées de 5 heures. On va donner énormément d'avantages à nos employés en leur offrant, en plus d'un salaire qui est faramineux, 100 € par mois pour leur sport, 100 € pour leur mental health, santé mentale. Pour leur santé mentale. C'est des entreprises majoritairement américaines, donc forcément quand je lis les perks, les avantages qu'ils offrent, ça vient en anglais. Et donc ça, elles sont très minoritaires ces entreprises-là, et je pense qu'en revanche, là où elles jouent un très bon rôle, c'est que même en étant très minoritaires, comme elles sont extrêmement radicales et qu'elles partagent énormément de leurs apprentissages, leurs erreurs, ce qu'elles ont appris, les leçons qu'elles tirent de ces innovations managériales, elles inspirent d'autres entreprises qui n'iront jamais jusqu'à reproduire à 100% ce qu'elles font, mais qui par contre vont pouvoir prendre à droite à gauche quelques bonnes pratiques, les implémenter, et c'est comme ça que d'une façon générale, en fait, on progresse. Et ça, je trouve ça très très chouette. Et alors moi, ça m'amène à une question, est-ce que tu penses pas que c'est quelque chose qui est malgré tout donc porté par des humains et donc doit être
plutôt que d'être juste une réaction, doit vraiment être pensée profondément? Ou est-ce qu'on peut quand même s'adapter et changer la donne? Non, t'as raison, il y a plein de choses dans ce que tu dis, en fait, dans ta question, elle est géniale. On a vu en France que pendant le premier confinement, tout le monde s'est mis au télétravail, et qu'on a des premiers pays dans le monde à être revenus au présentéisme dès que ça a été possible. Donc, pendant l'été, on est retombé à des taux de télétravail qui étaient très faibles. Là, on y revient forcément, parce que Elisabeth Borne tape sur les doigts des entreprises qui ne le font pas, et elle a bien raison, parce que, comme tu dis, c'est en réaction. Les mesures qui ont été prises, elles se disent, on est en réaction, on n'a pas le choix, alors que ce soit la guerre des talents ou que là ce soit une pandémie, en fait c'est de la réaction. Il n'y a pas de pensée plus... En fait, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils ne voient pas le long terme, et c'est ça qui est malheureux. Et dans les entreprises, par contre, qui, elles, changent, comme tu dis, c'est souvent drivé par des personnes. Et donc c'est une ou deux personnes dans l'entreprise. Mais c'est assez fou de voir ce que parfois, même au sein d'une grosse machine, une ou deux personnes arrivent à implémenter au sein de leur petite équipe d'abord, puis ensuite d'un service, peut-être d'une branche de l'entreprise, et puis ensuite à un niveau mondial. Et ça commence comme ça. Et ce qui est chouette, c'est que de plus en plus, maintenant, c'est de moins en moins top-down. On a de plus en plus aussi des personnes qui, à leur échelle dans l'entreprise, vont mettre en place une initiative, va être prise, va être écoutée, et ensuite l'entreprise va adopter ça. C'est plus souvent des petites entreprises, c'est plus souvent des startups, effectivement, et je pense que toutes les grandes entreprises n'ont pas cette agilité, et ça va vraiment dépendre desquelles, et de la liberté, de la culture d'entreprise qu'il va y avoir. Mais est-ce que ces entreprises ont vocation à rester des grandes entreprises et à se maintenir en place? Pas forcément, si elles ne sont pas capables d'évoluer. Moi, je suis assez sidéré de voir qu'il y a des managers, parfois, qui, suite à l'épreuve du réel, du premier confinement, qui a montré que les équipes étaient capables de travailler aussi bien en télétravail, en ayant beaucoup plus de liberté, d'arrêter ce temps de trajet de je ne sais pas combien d'heures par jour pour aller au bureau, les force à revenir pour des tâches qui peuvent être effectuées à la maison ou ailleurs d'ailleurs, parce que c'est pas forcément qu'à la maison le télétravail, que même face à l'épreuve du réel, en fait, ils restent dans cette posture de présentéisme simplement parce qu'il y a une absence de confiance dans la relation. Et ça, c'est le plus gros problème, et je suis assez sidéré là-dessus. Donc je pense que ces entreprises-là, non, elles ne pourront pas forcément tout évoluer, ou alors il va falloir attendre une nouvelle génération de managers qui généralement, en fait, et c'est triste de le dire, c'est des managers qui sont jeunes, c'est pas des managers... dès que tu as moins de 30 ans, globalement, tu es plus habitué à ce nouveau style de management, qui est beaucoup plus libre, où tu fondes beaucoup plus sur la confiance, tu vas pas t'amuser à regarder à 9h le matin, s'ils sont sur Facebook, s'ils sont bien là, tu fais confiance. Et il faudra peut-être attendre cette génération-là. Et tu penses que ça a déjà commencé à être enseigné à l'école? Ou Non. C'est vraiment quelque chose que tu apprends sur le tas? Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu apprends sur le tas. Moi, je sors là d'école de commerce, j'ai pas l'impression qu'on ait eu des cours sur des pratiques très innovantes. Ou alors, c'était vraiment un vernis. Non, je pense que c'est vraiment sur le tas. Quand tu rejoins une entreprise où tu as la chance d'avoir ce type de méthode, ou qui te sensibilise à ce type de méthode, ou toi-même, ce qui est chouette, c'est que là, depuis 4-5 ans, on a énormément de créateurs de contenu qui se lancent pour lancer leur podcast, leur newsletter, leurs vidéos. Et c'est un exemple parfait. Il n'y a plus besoin de moyens, de production, de médias, comme c'était pu être le cas il y a des dizaines d'années. Et du coup, ce savoir, cette connaissance de ce qui existe ailleurs, les bonnes pratiques, se répand beaucoup mieux aujourd'hui. Donc tu vas apprendre de cette façon-là, par des moyens détournés. Et puis de toute façon, il faut sortir du mythe de l'école qui te forme, où globalement tu vas apprendre jusqu'à tes 20 ans, 25 ans, ensuite tu vas travailler pendant 40 ans, et ensuite tu vas t'arrêter de travailler. Je pense qu'on va travailler pendant les études, pendant la retraite, et puis on va apprendre et faire des pauses en plein milieu de ce qu'on appelle la carrière. Et ça, c'est très chouette. Ça aussi, c'est très excitant de se dire que ce que je fais maintenant n'a rien à voir, parce que je vais me former à un nouveau métier qui n'existe pas encore. Et donc, alors, quand on parle de métier, on parle de technique, évidemment. Je peux demain apprendre à être data scientist, par exemple, si je m'y mets vraiment, parce que j'ai tous les contenus, j'ai pas besoin d'avoir absolument 20 ans, je peux m'y mettre quand j'aurai 40 ans. En revanche, ça peut être aussi simplement apprendre des nouvelles méthodes de travail. Et là, par contre, il faut peut-être une agilité intellectuelle un peu plus importante. Donc par méthode de travail, tu entends aussi le mot savoir-être? C'est le savoir-être, c'est peut-être être moins attaché à la hiérarchie, c'est peut-être être plus attaché... Quand je parle de confiance, ça change tout. Parce que ça veut dire, tu vas faire confiance, donc tu vas laisser la personne choisir ses outils, choisir son temps de travail, choisir son lieu de travail. C'est-à-dire que le bureau n'est pas forcément nécessaire, ou c'est un espace différent, ou dans lequel on se rejoint pour la créativité, pour des temps de réunion. On a peut-être besoin de moins d'espace, mais si on a besoin de moins d'espace, on peut peut-être allouer une partie de nos espaces pour accueillir des personnes qui viennent de l'extérieur et faire un petit mélange d'idées avec à la fois des étudiants, des chercheurs, des startups quand tu es un grand groupe. En fait, quand tu pars sur la notion de confiance, tu peux aller vers énormément de choses au sein du futur du travail.
Et pour le coup, il y a une notion de savoir-être qui est alors l'adaptabilité, mais qui est la confiance, et puis qui va être traduite en entreprise ensuite par la culture de l'écrit, qui est beaucoup plus importante. Si tout le monde est à distance et si tout le monde travaille quand il en a envie, il ne faut pas que parce que tu n'étais pas dans la pièce au moment où ça a été dit, tu aies manqué d'informations capitales qui peuvent avancer. Donc beaucoup plus de culture de l'écrit. Donc des compétences de savoir-être, de confiance, qui va se traduire par une compétence de savoir bien écrire, qui est plutôt technique du coup. Et tout ça est très lié. Alors, je vais être un peu tranchée dans ma prochaine question. Tu donnes en tout cas pour le futur du travail, tu donnes des qualités qui me paraissent très humaines, très liées à nous oui. Petits êtres humains. Tu parles de la confiance, par exemple. Tu dis, et je trouve que c'est un positionnement intéressant, que l'école ne doit pas tout nous apprendre. On a la chance d'avoir Internet, les livres. Enfin bon, on a aujourd'hui une multitude de moyens de nous cultiver et surtout d'apprendre. Mais sur une qualité vraiment un peu intrinsèque humaine, moi je me suis toujours posé la question, quelqu'un qui n'a naturellement pas confiance, ce qui amène par exemple entre autres à ce qu'on appelle du micromanagement, est-ce que fondamentalement, même si on la forme, même si on la coach, est-ce qu'on arrivera à la faire évoluer, à lui permettre d'enfin avoir confiance ? Ah, j'en suis pas certain, effectivement, il y a des gens qui sont très très réticents à ça. Et dans ce cas-là, c'est peut-être bien de le savoir et de lui mettre dans un cadre où elle va peut-être moins interagir avec des personnes, elle va peut-être pas la mettre, ou alors la mettre avec d'autres personnes à qui ça va bien, parce qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin d'être très cadrées, qui ont besoin qu'on soit sur leur dos, et qu'on leur donne des petits conseils toute la journée, qu'elles ont besoin de l'approbation en fait. Elles ont besoin que ce soit vérifié, qu'on leur dise c'était très bien fait, ça, c'était très bien, et même pour des micro-choses. Donc le savoir, détecter, et ces personnes qui vont être à mon avis de plus en plus minoritaires, peut-être les mettre entre elles. Parce que tu vois, moi, aujourd'hui il y a quelque chose qui m'étonne dans notre société actuelle, je vais faire un parallèle entre l'entreprise et l'école. J'ai l'impression, alors il y a plusieurs types d'entreprises, il y a aussi plusieurs types d'écoles, mais il y a malgré tout un moule un peu général dans lequel tu dois rentrer. C'est-à-dire que tu dois pas arriver après une certaine heure, tu dois pas partir avant une certaine heure, tu dois être présent, tu dois à tout niveau montrer quelque chose. Et tu vois, moi, ce que ce confinement m'a montré, beaucoup de gens m'ont dit, et ce sont des bosseurs, m'ont dit en fait, je suis très malheureux en open space, très très malheureux. Et le fait d'avoir cette liberté, ils ont peut-être même beaucoup plus travaillé. Mais en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, et justement, moi, qui me pousse un peu plus dans ma réflexion, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait arrêter de penser l'entreprise ou l'école comme un moule ? Il y a autant de personnalités qu'il y a de personnes, et je suis toujours étonnée de dire, bah ok, par exemple, toi, tu es un introverti et moi, je suis une extravertie, on sera tous les deux dans un open space. Est-ce que c'est pas une hérésie aujourd'hui de se dire, ok, bah on fait partie de la même équipe, t'es introverti, je suis extraverti, mais tant pis, on va se retrouver dans les mêmes conditions. Et ça, je trouve que c'est un truc sur lequel l'entreprise ne travaille pas du tout assez, et fait que les gens sont parfois très malheureux d'être en télétravail, et d'autres sont au contraire très, très heureux, et l'inverse est vrai aussi, quoi. Et ça, comment les entreprises peuvent-elles vraiment y répondre ? C'est très juste. Et la clé, c'est de simplement laisser à chacun la liberté de créer son propre cadre de travail. Concrètement, ça veut dire avoir des bureaux, mais ne forcer personne à y aller, et avoir une organisation d'entreprise qui fait que tu viennes ou pas au bureau, tu vas pas manquer d'informations, tu vas avoir accès à tout quand même, et dire que le bureau, c'est pas forcément le lieu de production, pour ceux qui sont en tout cas pas à l'aise avec cet open space, c'est de se dire j'y vais simplement de temps en temps pour voir des collègues, parce que c'est un espace de vie, et j'ai besoin moi de temps en temps d'y aller pour rencontrer du monde, pour avoir de la créativité. Mais quand j'ai besoin de me concentrer, je préfère largement y aller qu'un jour par semaine, ou même pas du tout en fait, ou une fois tous les mois. Chacun va choisir son rythme et travailler depuis où il le souhaite, pas forcément à la maison, mais du coup de le dire à l'entreprise, bon bah tiens, toi si tu vas pas au bureau, et bah tu as 100 € par mois pour t'acheter un beau bureau, où on t'équipe à la maison, tu vas avoir une bonne connexion, un bon bureau, une bonne chaise, parce que c'est quand même fou de travailler sur l'ordinateur qui coûte 1 000 € et d'être assis sur les chaises qui coûtent 20 €. Et ce genre de pratique de la part de l'entreprise, c'est ce qui va être généreux, et l'entreprise de demain, à mon avis, elle va s'adapter là-dessus. Ou de dire, je te paye ton espace de coworking pour que tu sois pas seul, tu n'as pas envie d'être dans un open space, par contre tu peux avoir un bureau fermé dans un espace de coworking où tu peux côtoyer d'autres personnes. C'est ce type, en tout cas, d'action qu'on va rechercher chez l'entreprise de demain, à mon avis. Et donc, tu penses que c'est dès le départ quelque chose qui doit être discuté en entretien au moment de signer ? Parce que, typiquement, je pense que moi, j'ai une certaine flexibilité dans le travail. Je peux travailler n'importe où, aussi bien sur une chaise de 20 € que sur une chaise de 1 000 €. En coworking, en hôtel, au bureau, chez moi, tout est possible. Mais alors, comment l'entreprise peut-elle savoir quel type de personnalité je suis ? Est-ce qu'il faut qu'on en parle en amont, ou est-ce que ça se fera au fil de l'eau ?
Je pense il faut en parler en amont parce que alors déjà ça dépend du type de poste. Il y a certains postes qui sont pas éligibles à ce type d'activité et encore que il faut bien identifier parce que sur certains postes il y a certaines parties de l'activité qui peuvent être faites à distance quand même. Donc il y a certains postes qu'on n'imagine pas télétravaillables peuvent en réalité l'être pour une partie du moins. Je pense que c'est des choses dont il faut parler évidemment en amont parce que c'est des conditions de travail qui vont complètement impacter à la fois ton bonheur dans l'entreprise et du coup l'engagement que tu vas avoir dans l'entreprise, donc le fait que tu vas rester. Donc c'est autant important pour toi que pour l'entreprise. Et puis en fait, très vite, si on t'impose des règles, tu vas pas te sentir bien et tu vas vouloir partir. Ou du moins, tu ne seras pas aussi productive et heureuse et épanouie dans ce que tu fais. Je pense qu'il faut en parler en amont le plus vite possible. Et en fait, du coup, la clé, ça va pas de dire, nous, on est complètement flexible, il n'y a pas de bureau, tu restes chez toi, tu travailles. On va recruter des personnes qui, elles, seront attachées au fait d'avoir un bureau, d'avoir certaines routines, et donc de dire, on est capable d'accompagner chaque type de personnalité, et de se dire, on va faire des erreurs aussi. En fait, une entreprise qui aujourd'hui a un système qui est assez rigide va pouvoir évoluer vers quelque chose de plus flexible, de plus souple, mais pas du jour au lendemain. Dire, qu'est-ce qui est pour vous, le plus important, ça va être de rassembler tout le monde maintenant, de dire, qu'est-ce qui est pour vous le sujet du moment, sur quoi est-ce qu'il faut qu'on travaille à mettre en place dans les prochains mois. Et on va pas passer du jour au lendemain à devenir l'entreprise modèle de qui va être la star de l'entreprise. Plutôt de dire, on travaille un sujet les uns après les autres, et puis on avance et en embarquant tous les collaborateurs. Une bonne question à poser, c'est que si tu étais à la tête de l'entreprise, qu'est-ce que tu prendrais comme mesure, par exemple et cette question-là, elle va peut-être donner 50 réponses différentes, ou alors on va se rendre compte qu'il y a plusieurs réponses qui quand même se rassemblent, et c'est peut-être un sujet sur lequel il faut travailler en urgence. Moi, tu vois, ma crainte pour demain, par rapport à la flexibilisation du travail en entreprise, c'est que ce soit plus pernicieux que ça. C'est-à-dire que officiellement, je te laisse le choix. J'ai une équipe de 5 personnes, par exemple, et toi, par exemple, tu ne viens qu'une seule fois par semaine au bureau, alors que la collègue d'à côté vient 4 jours sur 5. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait que, malgré tout, ça renvoie aussi, en tant que moi qui suis manager d'un ancien temps, d'ancien temps, c'est horrible, mais en tout cas qui ait des habitudes, je vais pas me dire, malgré tout, Maureen, elle est plus sérieuse que Samuel. Samuel, il vient... Même si je vois le travail fait, mais un attachement aussi qui va se créer à la personne du fait de la présence. Tu vois, c'est là où je me pose beaucoup de questions par rapport au futur du travail, où je me dis, avec la nouvelle génération, j'ose espérer que ça va changer, en tout cas la nouvelle génération de managers, qui l'auront quasiment dès le départ dans leur logiciel, ou ne l'auront pas, mais au moins on sera clair là-dessus. Mais je me demande toujours si le fait de laisser le choix, c'est pas malgré tout, d'une certaine manière... un faux choix, tu vois, c'est-à-dire que toi tu délivres beaucoup, mais je te vois quand même vachement moins au bureau, et comme on est quand même une société qui valorise la réunionite et le présentéisme, je me pose la question. C'est une très bonne remarque. Alors, en fait, on se voit au bureau, mais pour discuter des trucs qui ne servent pas à grand-chose. Alors par contre, si on travaille à distance, je suis chez moi et je délivre très très bien, mais qu'on se retrouve que pour des moments extrêmement qualitatifs, des séminaires, des réunions, on passe moins de temps ensemble, mais le temps qu'on passe ensemble, il est très qualitatif et on va vraiment apprendre à connaître la personne. Pas le small talk de comment ça va. Et pourtant, il s'en dit des choses pendant les small talks, ça a été prouvé, hein. Bon, en plus de se refiler le virus, mais il a été prouvé que c'est dans ces zones un peu grises, entre deux réunions, tu vois, on va se dire, au fait, je voulais te dire, alors que je t'aurais peut-être pas envoyé un email, mais le fait de te voir, ou alors tu apprends quelque chose que tu ne savais pas et que tu n'aurais jamais su si on s'était pas croisés. Il y a un truc aussi vis-à-vis de ça, de ce small talk malgré tout. Mais il y a des relations qui seront différentes, du coup ce sera de nouvelles relations. Après on peut retrouver quand même cette ambiance de machine à café un peu à distance avec des zones tu prends soit un Discord, soit un Slack, tu t'arrives à créer des espaces de discussion quand même plus informels que simplement les mails. Et puis sur Zoom, il y a en tout cas les entreprises que j'ai visitées qui étaient complètement remote pour le coup, qui n'avaient aucun bureau, qui se rencontraient avec des fréquences de 1 ou 2 fois par an, mais qui par contre avaient plein de moments à distance où ils se retrouvaient, pas que pour travailler, justement pour échanger. Par exemple, tu vas faire un appel avec quelqu'un de l'entreprise complètement au hasard, tu vas te matcher au hasard avec quelqu'un juste pour discuter et rencontrer quelqu'un. Parce que comme c'est des entreprises qui travaillent avec 30 personnes dans des 30 pays différents, en fait, à des cultures, c'est hyper riche. Et un autre sujet auquel me fait penser la question, c'est de dire, effectivement, je le vois moins, ils délivrent pareil, mais je le vois moins. Si on prend le sujet des vacances, par exemple, les entreprises qui ont dit on décrète des vacances illimitées. Et chez Netflix, par exemple, ils se sont rendus compte que les gens prenaient moins de vacances que ce qu'ils auraient pu prendre, et ce qui, du coup, prenaient les gens qui avaient des vacances classiques.
chez Open Classrooms en France, une entreprise, j'allais dire start-up, mais c'est plus une scale-up maintenant, ils ont mis en place aussi ce système de vacances illimitées. Ils se sont rendus compte que les gens prenaient assez peu de vacances, et ils font mieux que ça. Si maintenant tu prends 3 semaines de vacances, ils t'offrent une prime de 1 000 euros. Donc ça c'est formidable, présenté comme ça, mais c'est surtout de se dire, on a pris une mesure qui est de dire, on prend des vacances illimitées. On se rend compte en fait que c'était assez pernicieux et que ça a eu un effet presque inverse de ce qu'on imaginait. Donc on va rétablir la bonne marge de ce qu'on imaginait en créant une nouvelle mesure, qui est formidable par ailleurs. Et donc c'est cet état d'esprit à mon avis qu'il faut avoir, de se dire on teste ça, et si effectivement on se rend compte qu'on perd tous les liens et qu'on n'est plus que dans une relation de je t'envoie le livrable, tac, tu m'envoies les prochaines recommandations, ce qu'il faut faire de travail, et qu'on n'a plus cette notion d'humanité, et ben on va recréer d'autres formes, on va peut-être revenir à ce qu'on était avant, se dire en fait on va imposer 2 jours par semaine dans le bureau, ou on va imposer des séminaires beaucoup plus fréquents. Et je pense qu'on va faire beaucoup d'erreurs, on va beaucoup se planter dans les transformations qu'on va mettre en place, mais par contre il faut les faire pour pouvoir les améliorer. Sur le long terme, on sera gagnant. C'est le principe du progrès de toute façon. Bon, on se plante peut-être maintenant, mais c'est pour mieux reculer et mieux sauter ensuite. Et donc dans le cadre d'Open Classrooms, c'est quoi l'objectif? C'est quand tu dis 3 semaines de vacances, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ça? On veut dire, il faut que tu coupes, on a besoin que tu prennes du recul sur ce que tu fais, on a besoin que tu ne sois pas à 100% toute la journée, enfin toute l'année dans l'entreprise, tu puisses prendre du recul et que tu puisses couper avec l'entreprise et revenir en pleine forme avec d'autres idées. Et puis, en fait, je pense qu'il y a une notion altruiste derrière de se dire, il a été prouvé et n'importe qui pourrait te dire, c'est bien de faire une bonne coupure dans l'année et pas simplement de prendre 1 semaine ou 2 semaines de vacances. Et donc, on se rend compte que tu te sens peut-être jugé si tu prends trop de vacances, donc on va t'inciter à en prendre vraiment, et puis du coup, si on te donne des vacances et de l'argent pour le dépenser, généralement, tu refuses pas, quoi. Payer pour prendre des vacances, punaise, je pensais pas qu'on allait y arriver un jour. Ça me donne vraiment envie de mettre les pieds dans deux mains. Non, mais, ok, non, c'est un exemple hyper édifiant, en effet. C'est quoi ton souhait, à toi, pour demain? Mon souhait, ce serait que chaque personne qui n'est pas heureuse dans son travail souffre ait la possibilité de créer son propre cadre qui le rend heureux. Et pas qu'on invente le cadre de demain, mais qu'on invente une multitude de cadres, qu'on montre qu'il est possible à chacun de créer son cadre, et que chacun puisse créer son cadre. Et quand je parle de cadre de travail, ça veut dire choisir comme avant, choisir son lieu de travail, son temps de travail, les personnes avec lesquelles on va collaborer, de dire même au sein d'une entreprise, et du coup d'inventer de nouveaux modèles. Il y a plein de choses qui n'existaient pas il y a 5 ans, qui existent maintenant, et il y en a plein qui n'existent pas encore pendant 5 ans, et c'est ça qui est très chouette, c'est de dire, il faut tester, il faut inventer, et donc mon souhait, c'est que chaque chef d'entreprise laisse la liberté à ses salariés, aussi nombreux soient-ils, de créer une diversité de façons de travailler, de parcours. Alors évidemment, il faut que ça matche avec les attentes de l'entreprise, ça matche avec le fonctionnement, mais qu'on laisse à chacun une marge de liberté, et donc on oublie évidemment ce micromanagement se présenter. Bon courage. C'est mon souhait. Qu'aimerais-tu transmettre aux jeunes d'aujourd'hui pour un meilleur demain? Il faut bien s'entourer. On a l'impression quand on sort d'école, même tout le temps, qu'on sait tout, qu'on sait mieux que les anciens. Et parfois, on sait mieux que les anciens, effectivement. Mais moi, je me suis toujours très bien entouré. J'ai eu la chance d'être très bien entouré, que des personnes beaucoup plus expérimentées que moi sur les sujets sur lesquels je travaillais me prennent sur leurs ailes. Et j'ai appris vitesse. C'était hallucinant, ça va tellement beaucoup plus vite. Tu gagnes du temps dans ta réflexion, tu vas beaucoup plus loin dans ta réflexion. Un exemple tout bête, c'est quand j'écris un article, il y a personne qui juge jusqu'à ce que je le publie. Il y a personne, pour ma newsletter par exemple, personne qui va juger, qui va dire maintenant tu peux t'arrêter, l'article est suffisamment bon, t'as pas besoin. Il n'y a pas un niveau qu'il faut atteindre. En revanche, quand tu parles avec des personnes qui font ça depuis longtemps, elles te donnent un regard extérieur sur ce que tu as fait, et surtout très expert sur ce sujet-là, tu te rends compte que tu peux aller beaucoup plus loin que ce que tu avais imaginé, et qu'en fait là tu as fait un peu le minimum. Et donc ça force à aller beaucoup plus loin dans ces réflexions, ça fait gagner énormément de temps dans les rencontres, dans les questions que tu te poses qui en fait ne sont pas des questions vraiment très importantes, ça te fait aller à l'essentiel. Donc mon conseil, c'est de très très bien s'entourer. Et ça c'est pour les freelances et pour les salariés. Freelance, trouver un mentor, mais les salariés aussi. Une personne qui rentre sur le marché du travail, là mon meilleur conseil c'est de dire, trouve 5 personnes qui ont des postes qui te plaisent, où tu te dis j'aimerais bien être là par exemple dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans,
écris-leur pour leur dire j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu as le temps pour prendre un café, une visio en ce moment. Et puis en fait, tu verras que sur les 5 personnes, il y en aura au moins une ou deux qui vont s'attacher à toi, trouver ton parcours intéressant et t'aider, te donner des conseils, mais de façon totalement gratuite, altruiste, simplement pour aider. Parce que l'être humain est quand même assez sympa en général, et ça c'est chouette. Ouais, cette notion de transmission est hyper importante, quoi. On est un peu fiers. Quand tu penses à demain, justement, qu'est-ce qui te fait peur ? Ce qui me fait peur en ce moment, c'est le complotisme, c'est le populisme, c'est le protectionnisme, c'est les petites guerres qui sont menées. Quand je vois l'état du monde, ça me fait peur. Ça, c'est... Moi, j'ai été très surpris, par exemple, là, tu vois, il y a le documentaire, il s'appelle Hold Up, il sera à mon avis très vite, on oubliera ce que c'est, dans quelques mois on écoutera, c'est bien, mais qu'est-ce que c'était ce truc déjà ? Et tant mieux. Mais j'étais très étonné, moi, de découvrir parmi des gens proches, et des gens qui sont éduqués, qui ont fait des études longues parfois, qu'il y avait des théories du complot qui n'étaient pas du tout niées, au contraire, et que... non mais quand même, ça fait beaucoup là. Et ça, j'étais très très surpris. Et j'espère que ce type de réflexion ne sera pas masqué, parce que ça fait juste le jeu en fait de supprimer un documentaire qui est complotiste et qui du coup c'est hésitant comme réflexion, parce que ça va juste faire le jeu de ces personnes-là. En revanche, qu'il y ait beaucoup plus d'explications, que de pédagogie et de faits, simplement mettre les gens en face des faits. Donc c'est ça qui me fait peur en ce moment. Qu'est-ce qui te rassure ? Ce qui me rassure, d'une façon générale, c'est le progrès. C'est de me dire que de toute façon, le monde dans lequel on vivra demain, et ça c'est une croyance profonde que je ne sais pas forcément expliquer. Enfin si, en fait tu peux expliquer. J'ai l'impression de ne pas savoir expliquer, mais en réalité quand tu regardes le passé, tu peux expliquer. Parce que quand tu regardes ce qui s'est fait avant, un truc qui me marque absolument, c'est que quand tu partais en vacances il y a 10 ans en Europe, ou pas en vacances, pour travailler, et ben tu payais je sais pas combien d'euros pour ton téléphone pour rejoindre quelqu'un qui était en France. Aujourd'hui, c'est ton forfait actuel. Et ça, c'est un progrès qui est tellement simple à avoir. Je te dis, et demain, ça ne m'étonnerait pas qu'aux États-Unis, j'ai mon forfait aussi français. Et ça, tu peux le prendre pour à peu près n'importe quel sujet, en fait, de te dire qu'il y a quelque chose qui, pour l'instant, est un problème, ou quelque chose que tu aimerais changer. Tu ne sais pas encore comment on va y arriver, mais potentiellement dans 5 ans, dans 10 ans, et peut-être même dans quelques mois, déjà, on y sera. Et donc, j'ai une vraie croyance profonde de me dire que demain sera forcément meilleur que hier. Et alors, pas parce qu'on aura forcément des jours sombres, ça ne veut pas dire qu'on va être de plus en plus heureux chaque jour individuellement à la fin de sa journée, mais plutôt que, d'une façon générale, nos conditions de travail, nos conditions de vie vont s'améliorer. Mais puis même quand on regarde après, si on va beaucoup plus loin que cette histoire de téléphone en Europe, la pauvreté, l'immense pauvreté a énormément baissé, même si là on est en pleine crise du Covid, on a quand même de moins en moins de gens qui meurent de maladies, on a quand même une époque extrêmement douce avec de moins en moins de guerres, même si ça explose encore dans plein d'endroits dans le monde. Mais quand on compare, il y a quand même beaucoup moins de chances de se faire trucider en sortant dans la rue. Tout à l'heure, je suis pas inquiet quand je vais sortir de chez toi tout à l'heure et marcher dans la rue, alors que j'aurais pu l'être il y a quelques siècles. Et donc ça c'est très chouette, ça me rassure en fait de me dire que demain sera forcément mieux que hier. C'est une vision optimiste, c'est cool. Qu'est-ce qui te fait douter ? Parfois, tu as l'impression d'être le seul à être optimiste quand tu es entouré de gens qui sont pessimistes. Tu as l'impression, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est bizarre d'être comme ça ? Ça peut faire douter parfois. Et puis, de façon générale, tu as toujours une question de est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi là ? Est-ce que c'est que moi dans ma tête là ? Ou qui est cette idée-là ? Qui veut écrire cette chose-là ? Qui pense comme ça ? Ou est-ce qu'on est plusieurs à le faire ? Et donc ce qui rassure, c'est de chercher la validation en fait, des autres très rapidement. Tu as besoin d'avoir la validation des autres, même si tu as confiance en toi, même si tu sais où tu vas. À un moment donné, tu as besoin de la validation des autres. Donc ça peut faire douter. Et ce qui est bien, c'est quand ça reste seulement un doute. C'est que si tu as toujours un doute, même quand ça fait 50 fois que tu fais la même chose, tu as toujours un doute. Et je voyais des interviews de comédiens qui ont fait des milliers de scènes et qui expliquaient qu'ils avaient toujours le même track au début, avant, et que c'était normal en fait. Et il y avait toujours le doute, est-ce que je fais drôle ce soir ? Est-ce qu'ils vont rigoler ? Alors que ça fait déjà des centaines de fois qu'ils répètent les mêmes choses et que les gens rigolent à chaque fois, donc il n'y a pas trop de raison de douter. Mais je pense que ce doute est sain, et très vite, une fois que tu retrouves la validation des autres, tu sais que tu es sur le bon chemin. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour un meilleur demain, qu'est-ce que ce serait ? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de multiculturalisme dans les études, qu'on soit beaucoup plus rapidement confronté à des différences culturelles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup voyager, et donc j'ai rencontré plein de cultures différentes. Et
Et même après, maintenant que c'est plus que je voyage seul, j'apprends à chaque fois énormément quand je vais à l'étranger. Et quand je parle à l'étranger, ça ne veut pas dire au bout du monde, hein. C'est juste que tu vas en Allemagne, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, c'est des cultures différentes, des façons de penser différentes, des histoires différentes, et donc des personnalités différentes. Et tu rencontres énormément. Et rien qu'en France, en fait, déjà, tu as déjà cette richesse culturelle. Donc on est beaucoup plus de moments où on est mélangé avec des étudiants qui ont une histoire et une culture différentes, et en présentiel et à distance. J'ai appris l'anglais en échangeant sur Internet, sur un forum, à l'époque où il n'y avait pas trop de réseaux sociaux, avec une fille qui venait de Malaisie, et qui elle avait envie d'apprendre le français, moi l'anglais, et donc on parlait, on se racontait nos vies, nos quotidiens, qui étaient complètement différents, mais ça t'ouvre l'esprit, et c'est à mon avis vers ça qui permet une meilleure compréhension des autres. Ce qui fait qu'on a autant de populisme aujourd'hui, c'est que c'est complètement... on a des niveaux d'information qui sont différents. Quelqu'un qui va voter Trump ou quelqu'un qui va voter Biden aux États-Unis, par exemple, c'est juste qu'ils ne regardent pas la même chose. Et si tu regardes Fox News ou d'autres, et d'autres chaînes, enfin, tu as vraiment l'impression que, évidemment, c'est Donald Trump qui a raison, et que en fait, il y a une conspiration, et que Biden est un socialiste fini qui va faire n'importe quoi dans le pays. Et au contraire, si tu es pro-Biden, tu vas trouver que les gens de Trump sont fous. Et donc, de dire que l'autre est fou, c'est assez simple, mais en fait, ça se comprend assez facilement quand tu vois qu'ils vivent dans des réalités complètement différentes. Et ça marche pour tout aussi dans le monde. On vit dans des réalités différentes sur les sources d'informations qu'on a, même si elles sont très nombreuses, on a quand même tendance à regarder les mêmes sources d'informations en fonction de son profil, et du coup d'avoir l'impression qu'on a la solution universelle, alors que c'est pas du tout le cas. Et quand tu rencontres d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, qui ont des cultures et du coup des sources d'informations aussi différentes, un tas de choses différentes par rapport à toi, tu t'ouvres l'esprit, tu dis en fait j'avais pas envisagé ça comme ça, mais c'est vrai que je vais changer d'avis, ou du moins je vais pas changer d'avis, mais je vais comprendre et je vais pas dire que j'ai raison avec mon avis. Ça me fait réagir à ce que tu dis, parce que moi plus j'avance, je lis énormément de choses, je discute avec plein de gens. J'en arrive à la conclusion presque triste de me dire je suis sûre d'une chose, c'est que je ne suis plus sûre de rien. Oui. Je lis tellement de trucs, à chaque fois je me dis mais c'est pas possible, comment peut-on arriver à des conclusions aussi différentes? Et il y aura toujours, selon une étude, enfin tu fais dire ce que tu veux aux statistiques, et à la fin moi je sors de là, je suis complètement perdue, je me dis mais je vois même pas comment je peux discuter avec quelqu'un, tellement moi-même, avec la source d'information que je peux avoir, qui est quand même pléthorique, j'arrive plus à m'en sortir. Oui, je suis d'accord. Plus tu creuses un sujet, plus tu te rends compte qu'en fait tu n'y connais rien. Et c'est souvent les gens qui n'y connaissent vraiment rien qui ont l'impression de tout savoir. Mes préférés. Mais un vrai expert, par contre, en fait, tu peux jamais te décréter expert. Les autres peuvent te dire que toi, tu es un expert parce que comparativement à des tas de gens, tu es identifié comme un expert. Mais je vois pas qui pourrait dire « je suis un expert de ça ». Au contraire, si tu es vraiment expert, tu pourras jamais le dire. Et pourtant, on demande aux gens d'être experts. Oui. On leur demande pour se rassurer, parce que j'avoue que même par rapport à cette pandémie, je lis tout et son contraire. Et j'entends tout et je sais plus quoi penser. C'est fou comme tout le monde est devenu infectiologue, et tout le monde est devenu spécialiste des maladies infectieuses, spécialiste des SRAS Covid. Maintenant de l'économie, non, c'est parfait. Ouais. C'est très impressionnant. Ça allait revenir sur quelque chose malgré tout de plus léger. Que t'évoque le nom du podcast, Les Pieds dans Demain? Ouais, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait des pieds qui me font penser au sol, et du coup le fait qu'on a l'ancrage dans aujourd'hui, et la tête plutôt tournée vers l'avenir, moi je vois l'image de quelqu'un qui est ancré dans le sol, mais qui a une tête qui tourne un peu de tous les côtés pour regarder où ira l'avenir, parce qu'on ne sait pas dans quelle direction il ira, et de dire qu'on regarde demain en fait, mais qu'il y a une liaison du coup qui se fait entre les pieds et la tête quand même. Ça je trouve ça formidable. Merci. Est-ce qu'il y a une phrase, une citation ou un proverbe, toi, qui t'accompagne au quotidien? Alors, je ne me le répète pas tous les matins, mais il y a une phrase que j'aime bien, en tout cas, dans laquelle je me reconnais bien, et je reconnais bien surtout ma vision. C'est une phrase d'Épictète qui dit « Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore ». Donc c'est la notion de dire « Je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais ça va évoluer, et c'est normal ». Et donc dans ce contexte de crise, d'ailleurs, c'est plutôt d'actualité, de se dire « J'accepte le fait que ça change ». Et tout ce que j'ai fait, tout ce qui a eu lieu n'est pas figé, et tant mieux d'ailleurs, parce que tout est fait pour évoluer. Ils sont forts ces stoïciens. Si demain était une personne, qu'aimerais-tu lui dire? J'aimerais lui dire de rester là où elle est, de ne pas venir tout de suite, qu'on est bien là entre nous, entre présent, avec présent, on profite du présent, et le tour viendra pour demain, mais on a tendance souvent à se projeter dans l'avenir, à se dire...
j'ai hâte d'être aux vacances, j'ai hâte d'être ce week-end, j'ai hâte de faire ça. Ou même d'un point de vue professionnel, j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine parce que j'ai tel rendez-vous trop bien, ou j'ai telle publication qui sort, j'ai tel truc. Et moi-même le premier, j'ai tendance à vivre dans le futur, mais c'est malheureux. Il faut vivre dans le présent, il faut profiter vraiment de l'instant présent. Donc là, l'instant présent, c'est on enregistre un podcast tous les deux, et pas de penser à ce que je vais faire cet après-midi, ce soir, demain. Et donc je dirais à demain, reste là où tu es, on te verra en temps et en heure. Là, je suis avec présent, et je profite du présent. Chaque chose en son temps. Et moi, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour demain ? Pour demain, toujours d'être libre, ça serait chouette. Toujours de garder cette positivité, l'état d'esprit positif. Je pense que c'est quelque chose auquel on est. Ça se cultive ensuite, parce qu'on peut, avec des événements malheureux, sombrer, mais moi j'aimerais conserver ce côté positif. Donc c'est tout ce que tu peux me souhaiter. Après, peu importe ce que je ferai, la façon dont je l'utiliserai, ce côté positif, il y a plein de façons super riches de le faire, mais tant que ce sera positif, ça me plaira. C'est une parfaite conclusion. Un grand merci Samuel. Merci beaucoup Alexa. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans Demain. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans Demain est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.